sans eux, il n'y aurait pas d'événement comme là. Je ne sais pas si au fond de la salle on m'entend bien ou est-ce qu'il faut que j'élève un peu plus la voix. C'est bon en termes d'expérience utilisateur, ok. Par exemple, moi là, le déplacement est défrayé et ça me permet vraiment d'être à l'aise et de pouvoir vous proposer ce contenu-là. Autrement, ça aurait été juste pas possible. Donc peut-être que ce serait chouette si on fait un max de prix, on applaudit un petit coup les... Ça, ce serait chouette. Est-ce qu'il y a des personnes, des sponsors dans la salle? Si vous pouvez vous lever. Non, personne? Ok. Ça marche. Alors, moi, de quoi je vais vous parler aujourd'hui, ça va être la croissance pilotée par le produit, ou Product-Led Growth en anglais. À partir de là, je crois que je vais utiliser le terme PLG. Est-ce que ça marche, lui? Oui. Est-ce que ça marche ici? Non. Bon. Pas de souci. Donc PLG, quand vous allez entendre PLG tout du long, en fait, vous allez comprendre croissance pilotée par le produit. Alors je m'excuse des bases, j'ai plein d'anglicismes en fait en moi, mais ceux qui ont déjà vu ma conférence précédemment savent très bien que dans ma tête en fait il y a 3 cultures et que je ne peux rien contre ça et même je m'aime comme ça et j'espère vous transmettre un peu de ça. D'accord. Il n'y aura pas de guitare cette année et c'est très bien aussi. Pourquoi ça va être cool d'être avec moi là? Et si c'est pas cool pour vous, si vous captez plus de valeur, sentez-vous libre de me faire un coucou et de sortir discrètement par la porte. Ça va être cool parce que vous allez donc du coup comprendre ce que c'est le PLG si vous ne le connaissez pas encore. Après les caractéristiques, on va voir quelle stratégie on peut mettre en place, sur quoi ça peut s'appliquer et si vous voulez prendre le pli, prendre le pas, et voir en fait quelles sont les premières étapes à poser pour avoir une démarche de croissance dirigée par le produit. Ok pour vous ça? Ça roule. Ok. Qui est plutôt café? Ok. Couleur ou... Qui est plutôt thé? Ok. Pourquoi je pose ces questions? En tant que product manager, on aime bien savoir qui sont les utilisateurs, utilisatrices en face de nous, qui est l'audience, etc. Plutôt salé, sucré? Salé par là, sucré cette main-là? Les deux, j'aime bien au fond, j'aime bien. Est-ce qu'il y en a qui sont venus en voiture ou en train? Vélo. En vélo, en effet, en vélo. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y en a qui sont considérés dans leur entreprise comme un centre de coût ou alors dans leur entreprise qui font plus avec moins, constamment? Les deux? Ok. Ça marche. Pour ceux et ceux qui me découvrent, salut, moi c'est Yad. Je viens de Rennes et là-dedans, en fait, c'est ce qui me définit un peu. Mais ce que j'aime bien à chaque début, c'est me présenter comme un humain parmi 10 humains au quotidien et un humain parmi vous aujourd'hui. Et j'aime bien partager, c'est ce qui m'anime en fait, c'est pour ça que je suis là. Et tout ce qui est produit, je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà. Dans l'audience, est-ce qu'il y en a déjà qui manipulent des concepts de être centré utilisateur, avoir des choses, proposer des choses gratuites et payantes? Vous avez de ça? Vous êtes par chez vous? Ouais. Donc rassurez-vous, ceux qui ont levé la main déjà, ces notions-là, ça va être vraiment les fondations de tout ce PLG dont on parle là. Donc vous pourrez, à partir du moment où vous avez ces choses-là déjà que vous manipulez, vous avez déjà 80% de ce que je vais raconter dans la conf en fait. Ok? C'était juste pour démystifier le côté « c'est quoi encore ce truc? Il y a plein d'anglicismes. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ?» Oui et non. Enfin, vous avez déjà 80% à partir du moment où vous avez déjà cette démarche-là. Alors, avoir une croissance pilotée par le produit, ça veut être centré produit. Ça veut dire quoi? Être centré produit, ça va être centré par rapport aux users finaux. Par rapport à qu'est-ce qu'on offre comme expérience utilisateur aux users. Donc finalement, c'est ça où ça rejoint l'agilité en fait. Je ne sais pas si c'est OK avec tout le monde ça. Et donc, ça veut dire quoi centré produit? Donc centré produit, ça va être toutes les fonctions autour du produit, que ce soit la com, que ce soit le support, que ce soit le marketing, que ce soit la vente, vont être focalisées sur le produit. Le produit n'est plus vu comme juste
quelque chose de satellite à notre entreprise, c'est la fondation même de l'entreprise en fait. Donc pourquoi cette croissance pilotée par le produit? C'est vraiment cette notion de récupérer, avoir cette notion de cycle de vie de vente plus court, plus de satisfaction client, puisqu'on se focalise du coup sur l'expérience qu'on va leur proposer, et avoir une croissance plus rapide. Pour le moment, ça ne va pas vous parler, mais au fur et à mesure, je pense que ça va s'illustrer. Mon contexte dans lequel je l'ai appliqué, c'est une Digital Factory. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, une Digital Factory. Mais en gros, c'est ça. Ça répond à ces questions-là. Comment est-ce qu'on construit un logiciel? Comment est-ce qu'on onboard, offboard une nouvelle personne? Et savoir à tout moment qui a accès à quoi dans tout ça. Est-ce que dans la salle, il y en a qui utilisent des GitLab dans leur quotidien, des Jira dans leur quotidien? Ouais, voilà. Donc en gros, c'est ça. Comment est-ce qu'on met quelqu'un de nouveau dans Jira? Comment est-ce qu'on met quelqu'un de nouveau dans GitLab? Vous allez dire, ouais, c'est facile, tu vas dans l'administration, et puis voilà. Et quand vous avez 10 Jira et 10 GitLab, par exemple, ou j'exagère, si vous avez un Jira, un Confluence, un GitLab, un Artifactory, etc., etc., et la liste peut être longue, quand quelqu'un arrive, est-ce que vous allez du coup sur chaque outil ou vous utilisez ce qu'on appelle une Digital Factory, ce qui permet de construire et gérer sa chaîne de valeur. D'accord? Donc là, je parlais d'utilisateur, d'accord, mais vous sentez bien venir le côté un nouvel outil, ok, qu'on va rajouter dans la chaîne de valeur, ou un outil qu'on va retirer de la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on gère tout ça en fait? C'est ça le contexte dans lequel j'ai appliqué ça, la Digital Factory. Rapidement, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on a besoin d'un outil, surtout d'un outil DevOps en fait, en l'occurrence, l'idée, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a dans la salle qui font du ticketing anti-service? Comme quoi on crée un ticket pour dire oui, on a besoin de rajouter ci, rajouter ça, ça rajoute du délai et ça rajoute de la charge mentale. Et c'est ça qu'on s'était dit, qu'on va supprimer et on va proposer quelque chose de, comment on dit ça bon en français? Aidez-moi. Self-care, self-servicing? Par soi-même. Par soi-même, merci. Comme un buffet à volonté, tu viens de servir en fait, et puis voilà. Donc un Digital Factory, c'est quoi? Si on ouvre un peu le capot, juste 2 minutes, et après on va fermer le capot. Et là, je vous ouvre le capot. Il y a des fournisseurs et de services et d'outils, et à côté, il y a des consommateurs. Donc nos clients, ça va être des développeurs, des opérationnels, des chefs de projet, des directeurs de projet, qui vont du coup rajouter des choses, mais aussi des PO, des PM. Et il y a aussi des Scrum Masters qui viennent dedans pour gérer l'équipe en fait. D'accord? Il y en a qui gèrent les outils, il y en a qui gèrent les équipes, il y en a qui gèrent les projets. Et du coup, c'est tout ce beau monde-là en fait qu'on gère dans cette marketplace. Et c'est une marketplace interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de commercialisation à l'extérieur en fait. Voilà. On adresse à peu près 30 000 utilisateurs internationaux et à peu près un volume de 6500 projets. Donc les projets dans lesquels on est, qui gravitent là-dedans, hein, c'est par exemple la Livebox. Donc voyez-le comme une maison, une grande maison, on vous propose une maison. Et en fait, dans la maison, il y a plein d'appartements et les appartements sont gérés par les différents machins ici. Et c'est eux qui gèrent la facturation et tout ça. Nous, dans la maison, on propose juste de dire, voilà, choisissez votre appartement et rentrez dedans, sortez comme vous voulez en fait. Ça rentre dans ce qu'on appelle comment dire, la CNCF propose en fait cette infographie-là pour montrer ce que c'est une platform engineering, et ça rentre vraiment là-dedans, au sens où nous, on est vraiment une interface qui permet d'interconnecter les utilisateurs avec tous ces outils-là. Par exemple, si on a besoin d'avoir des régulations de sécurité, des nouveaux infras, de l'observabilité, etc. Donc on va vraiment assurer ce côté expérience du développeur, et c'est là qu'on appelle notre outil DX Store. L'idée, c'est vraiment que toute cette plateforme-là soit comme un produit que tu viens consommer en fait. Je referme le capot. Tu voulais prendre une photo? Non. Les enjeux, c'est quoi? Pourquoi le PLG? Pourquoi Digital Factory et tout ça? Finalement, donc on a j'ai oublié le mot en français,
se servir soi-même, d'accord, dans le truc. Donc au bout de 3 clics, en fait, tu arrives à avoir un nouvel outil, tu arrives à rajouter une nouvelle personne, tu arrives à, etc., etc. Mais il y a aussi cette notion de se réinventer pour exister, d'accord. Cette notion où, comme on est dans une grande boîte, il y a plein de concurrents en termes de produits. Si on n'arrive pas à adresser ou à grandir suffisamment, on se fait avoir par le cut budgétaire. Donc cut budgétaire, au revoir, on réaffecte les personnes en fait vers d'autres choses. Donc finalement l'idée c'est ça, c'est une quête à occuper la place en fait. D'accord. Il y a cette notion de proposer quelque chose d'assez complet, sans trop noyer. D'accord. Proposer la simplicité. D'accord, histoire de trouver en fait ce côté faire plus avec moins, c'est ce que je dis là, et cette notion finalement de trouver un équilibre dans tout ça. D'accord. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure de est-ce que vous aussi vous êtes déjà dans cette notion de faire plus avec moins et centre de coût, etc., etc. Si on prend un peu de recul à un petit niveau méta, là c'est un produit, mon contexte à moi c'est vraiment niche. D'accord, on le sent. Mais si on prend un peu de recul, ces enjeux-là qu'on vient de dire, en fait, elles peuvent s'appliquer à du B2B, à du B2C, ça peut s'appliquer à un produit physique, ça peut être étendu à, si on raisonne que l'équipe est un produit, comment est-ce que l'équipe part en croissance, d'accord, comment est-ce que ma start-up grandit, comment est-ce que mon offre de coaching, comment est-ce que mon organisation, et même, si on va plus loin, nous-mêmes, si on se considère comme le produit, comment est-ce que nous, on peut bénéficier de cette démarche pilotée par le produit, en fait. D'accord. Est-ce que je suis là avec des questions ou pas? Ouais, vous avez l'air tous absorbés. On rentre dans le sujet. Croissance pilotée par le produit. Donc, c'est quoi les caractéristiques d'une croissance pilotée par le produit? Donc déjà, avant de parler caractéristiques, parlons de pourquoi on le fait. Donc pourquoi on le fait, c'est vraiment pour capturer de la valeur. Donc d'où l'image, en fait, l'idée c'est, on ne va pas juste laisser l'eau s'écouler, on va vraiment essayer de capturer le maximum de valeur à chaque niveau. C'est-à-dire, à chaque niveau, que ce soit dans le pilotage, dans l'exécution ou dans l'opérationnel, en fait, on a de la valeur qu'on peut venir capturer. Et c'est comme ça qu'on a de la croissance. C'est-à-dire que si à un moment donné, on laisse, vous voyez, comme un seau rempli de trous, d'accord, à ce moment-là, tu ne pourras pas faire grandir là où tu veux ramener l'eau, en fait, puisque le seau va être troué, donc du coup, la valeur, elle va tout le temps s'évaporer, quoi. Donc, tout à l'heure, je parlais des différents... je vous présentais vaguement en fait les fonctions support, fonctions com, fonctions vente et fonctions marketing. Donc avant cette démarche de croissance pilotée par les produits, ça c'est vraiment introduit vers les années 2000. Mais avant, on avait des silos qui s'occupaient de ces choses-là en fait. D'accord. Donc pour vous dire, avant c'était ce côté croissance pilotée par la vente. D'accord. Donc la vente, il fallait une équipe commerciale, il fallait des prospects, donc il y avait beaucoup plus de temps pour avoir accès aux produits. C'est-à-dire qu'il fallait connaître en fait le boss pour aller faire du rentre-dedans avec les techniques commerciales, etc., etc., etc. Mais on ne pouvait jamais toucher le produit très tôt en fait. Il fallait que ça soit validé, etc., etc., avant de l'avoir. Puis est venue l'ère marketing. Donc l'ère marketing, tout le monde le connaît. En fait, l'idée, c'est, maintenant, c'est un groupement de personnes et pour avoir accès aux produits, il fallait de la pub, attirer le chaland. Vous voyez, c'est comme qu'on voit encore dans les grandes surfaces où ils font un espace démo, où on vient goûter, vient tester, ou en boulangerie, en fait, les petits pains, etc. C'est exactement cette partie-là, ce côté dirigé par le marketing. Et après, il y a les autres fonctions qui sont eux mis de côté, qui est le fonction com et le fonction support. Donc la com vit sa vie en tant que com, avec cette notion de c'est charge à eux de trouver le bon canal, faire la bonne pub, etc. Faire connaître le produit, faire en sorte que le produit rayonne. Et ça vous le connaissez, c'est quoi déjà le truc? CS.
Service après-vente, bonjour. Voilà, c'est ça. C'est quand ça se passe mal, l'idée c'est ça en fait. C'est ce côté, ça apporte de la valeur, d'accord, mais c'est complètement relégué en bout de chaîne. C'est-à-dire que finalement le support c'est le dernier truc où on va botter le touche. Genre ouais vas-y fais l'envoi en support, de toute façon on verra bien. Ils vont se démerder, vont se débrouiller, etc., etc. Du coup on gère les cas problématiques ici, ou on gère la rétention. Ça vous parle la rétention? Ouais, on gère la rétention des utilisateurs en bout de chaîne dans le support en fait, ce qui est un peu bof. Ok. Donc dans l'idée, tout ça, c'est de transformer tout ça pour arriver à faire en sorte que on se retrouve avec les mêmes, on reprend les mêmes, mais on se sert du produit non plus comme un petit artefact satellite qui vient accompagner notre force de frappe, on se sert de lui comme la structure même de tout ça. C'est-à-dire qu'on se base du produit pour faire notre com, notre marketing, on se base sur le produit, merci, pour faire en sorte que notre équipe en fait, d'ingénierie, elle s'occupe que de ça, soit centrée que sur ça. Vous allez me dire, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'on s'ennuie parce que finalement, en marketing ça marche bien, les ventes ça marche bien. Et bien, ce qu'on se rend compte, c'est avec cette courbe-là, par exemple, c'est que cette notion de fidélité, elle arrive mieux quand on est axé sur le PLG que sur les autres tendances que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc le côté vente, on se rend compte qu'il y a une fidélité qui se met en place, il y a un pic que quand il y a une OP commerciale. D'accord ? Pareil pour le côté... non, ça c'est le côté marketing, mais le côté vente, finalement, tant qu'il n'y a pas une équipe, à un moment donné, ça chute. Et tant qu'il n'y a pas une équipe qui vient, nouvelle équipe de vente, force de frappe, etc., c'est là qu'on voit un rebond commercial. Alors qu'avec le PLG, on se rend compte que finalement, les clients vivent leur vie par rapport à ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de stabilité dans la consommation du produit ou dans la pérennité du produit avec cette approche-là. C'est pour ça que c'est si important, en fait, finalement. Jusque-là, il y a des questions. Cool. J'enchaîne. Donc, la base, c'est quoi? La base, c'est la viralité. Donc, cette histoire de comment est-ce que je peux m'assurer que le produit est viral. Donc, si on prend par exemple la com, l'idée, c'est intégrer dans le produit. Donc là, ce sont des captures vraiment de notre produit ici que je vous montre. C'est d'intégrer dans le produit même la communication. En amont ou en aval. C'est-à-dire qu'on va par exemple informer dans le produit que prochainement il y a GitLab truc qui va arriver, prochainement il y a une maintenance de machin et de ceci, donc on ne pourra pas, etc. On y fait de la pub là-dedans pour dire ouais, il y aura une nouveauté qui va arriver bientôt, qui sort en version bêta, etc. Mais on se sert vraiment du produit comme canal de communication en fait. C'est-à-dire que tout le monde va essayer de mettre le max de choses dans le produit, que ce soit de la doc, que ce soit l'accès à la communauté, se fait dans le produit. Et vous le voyez un peu avec, par exemple, le Slack, où vous voyez ce côté, il y a des guides dedans, il y a la documentation, elle est plus déportée dans une autre page, elle s'ouvre direct en pop-up dans le produit, quoi. Donc en gros, c'est ça, la com. En parlant de la vente, ça s'appuie sur cette notion de contenu gratuit, contenu payant. Et l'un nourrit l'autre. Par exemple, là, si je prends cet exemple ici sur les slides, c'est de se dire, pour lire des choses, c'est gratuit. Tu peux lire autant que tu veux, c'est à volonté. Par contre, pour écrire, là, il te faut un abonnement pour pouvoir produire du contenu. Mais ce qui est cool, c'est que le contenu que tu produis va nourrir la base pour pouvoir être lu par tout le monde, en fait. Du coup, ça fait un cercle vertueux, merci, dans le truc. Donc ça va s'appuyer vraiment sur ce qu'on voit déjà souvent, ce côté freemium, où il y a une version qui est gratuite pour tester la valeur de la chose et qu'une fois qu'on est OK, là, on va aller dans l'étape d'après, ou l'étape payante, en fait. Il y a aussi une partie, je vous fais une petite démo de 15 jours, et dans la démo de 15 jours, tout est compris, c'est le package total, mais au bout des 15 jours, ça s'arrête et on espère que vous aurez capturé la valeur pour vous dire « ah, je ne peux plus m'en passer ».
Ça arrive par exemple sur Canva par exemple, où vous propose des fonctions pro. Vous utilisez la fonction pro, vous vous dites ah c'est cool et tout, au bout de 15 jours ça s'arrête et vous dites mais attends je retrouve plus mes trucs, en fait bah oui c'est pas la fonction pro. Après il y a cette notion de démo bac à sable et l'abonnement que j'ai parlé, donc démo bac à sable, c'est vraiment ce côté créer son projet, mais vraiment l'idée c'est de faire manipuler finalement le produit très tôt. Après, dans le fonction support, que je disais tout à l'heure, qui était relégué en dernier en bout de chaîne, là l'idée c'est que tu intègres le support très tôt dans la démarche. C'est-à-dire que tes utilisateurs, en fait, tu ne les laisses pas en plan face à des difficultés ou des frictions qu'il peut y avoir. Ici, par exemple, nous, on propose dans les bandeaux, directement, on informe, mais directement comment tu résous en fait. Ou si tu n'arrives pas, eh ben, contextuellement, on te dit, tu peux contacter le support pour tel outil. Donc là, l'idée, c'est de, au lieu d'avoir un truc global, service après-vente support au global, bah, l'idée, c'est de contextualiser, de spécialiser ton support, en fait. Et après, la rétention, elle vient avec la réactivité de ce support. C'est-à-dire que plus, nous, par exemple, on se dit, en 2 heures, s'il y a un ticket qui arrive, en 2 heures, on essaie de l'adresser par rapport à une équipe, mais de l'adresser et dire, salut, on a pris en compte, pas forcément solutionner, mais dire, salut, on a pris en compte et on voit ce qu'on peut faire. Finalement, c'est donc d'essayer de, et ça je pense que vous l'avez déjà, capturer chaque source de frustration et de la transformer en opportunité en fait, finalement. Ce côté, ouais, le support répond jamais, ben là on répond, on n'arrive pas à tout traiter, mais on répond, on essaie d'être réactif sur le truc. La dernière verticale, en fait, du moins que j'ai présentée jusque-là, mais il y a d'autres verticales, mais ce que j'ai présenté là, c'est le côté marketing, où je vous en ai un peu déjà parlé, où il y a vraiment cette notion d'incitation ou de pub ou de recommandation qui est directement intégrée à l'outil. Et vous le voyez souvent dans les OS, par exemple, pour cette notion d'une nouvelle version de l'OS est dispo, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de mirrorer ça, quoi. Ça, c'est, avant de parler à ça, je touche un petit mot sur le PQL, au sens où, dans la fonction vente, avant, l'idée c'est de trouver le prospect et de se dire, bah voilà, combien tu as de leads en fait, et de leads en termes commerciaux. Là, l'idée, c'est, grâce à cette notion de marketing intégré, l'intention derrière, c'est de capturer des Product Qualified Leads, c'est ça qu'ils appellent en fait. C'est-à-dire qu'en termes de personnes qui ont touché, tu sais, période freemium ou trucs comme ça, combien sont vraiment des leads pour la vente pour après en fait. On le voit dans Spotify en fait, cette notion de, on propose des offres super limitées pour transformer tout le monde en lead, d'accord. Lead, ça vous parle, hein, ce côté prospect, commercial, etc., etc. Et après, l'idée, c'est pour chaque persona, et ça, je pense que ça parle à tout le monde, persona. Pour chaque persona, proposer un onboarding spécial. Par exemple, les avancés, tu les accueilles d'une autre manière que les débutants, d'accord? Ou d'autres fonctions. Vous voyez sur le côté Airbnb, par exemple, chez Airbnb, quand tu es locataire, on t'accueille d'une certaine manière, mais quand tu es host, par exemple pour le host, c'est ça qui me vient pour la main, quand tu es loueur, voilà, quand tu es hôte, merci, quand tu es hôte, eh ben, c'est une autre interface qui se dessine en fait devant toi. C'est pas la même expérience que tu vis. Donc finalement l'idée c'est vraiment ça en fait. On le voit aussi sur le site de bricolage, hein. Soit un professionnel qui arrive ou un particulier qui cherche des choses. Donc là l'idée c'est de faire intégrer ça aussi dans le produit ou dans notre business en fait. Se dire que telle catégorie, et c'est là où ça rentre en fait toute cette notion de segmentation marketing, des utilisateurs, des personas, etc. Où tel segment, on l'accueille de telle manière et telle manière. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un tour guidé pour capturer au global. Et après, on se focus sur le job to be done. Alors là, je viens d'introduire un truc. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, job to be done. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce que l'utilisateur vient faire sur le produit. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté les fournisseurs de services et les consommateurs. On accueille différemment les fournisseurs de services et les consommateurs. Donc qu'est-ce que le fournisseur de services vient faire là? Et bien lui, il va proposer son outil, comment? Avec des étapes d'abord en bêta, puis après en production. Une fois que c'est en production, potentiellement ça va aller en fin de vie. Et du coup, c'est ça qu'on leur présente en fait. Comme quoi, toi tu viens là, tu veux proposer des outils ou tu veux assurer, tu veux reconfigurer ton outil, etc. en fait, finalement. Et c'est là
grâce à cet onboarding spécialisé, que tu touches du doigt cette notion de rétention. Comme quoi, les utilisateurs, en fait, dès qu'ils touchent ton produit, la première fois, tu es déjà en train de bosser pour qu'ils reviennent, en fait. C'est ça l'idée. Et bien sûr, ce que je n'ai pas dit, mais dans tout ce process-là, quand je vous ai montré la colonne vertébrale, c'est piloté par la data. C'est-à-dire que la première brique, la première étape à faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la data. Nous, par exemple, on s'était dit, dans chaque DOD, Definition of Done, d'une interface qu'on construit, implicitement, pour toute interface où il y a des boutons, chaque bouton est traqué. C'est-à-dire qu'on compte le nombre de clics et on sait qui a cliqué et du coup, on sait si la fonctionnalité elle est vraiment utilisée. Donc, on s'était dit, chaque bouton qu'on code, elle est traquée. Et l'idée derrière, c'était de commencer à avoir une métrique sur la régularité, sur cette fidélité. Parce qu'avant, en fait, les gens ont provisionné, c'est vraiment cette notion de ventiler une personne dans les 10 outils, par exemple, qu'on a dit tout à l'heure. Mais l'idée, c'est ça. Avant, on avait un problème de... Les gens, ils provisionnent et puis ils oublient. Ils partent dans les outils, ils sont dans leur appartement, ils oublient la maison, en fait. Qu'ils sont dans une maison et que la maison, il faut la faire vivre. Et après, en quoi ton outil va m'aider à... Et c'est là où tu mets en fait l'impact que tu veux avoir et tu essaies de trouver quels sont les KPI qui vont répondre à cette problématique bien définie. Donc nous par exemple, la régularité, on l'a mesurée avec le ratio DAU sur MAU. Donc finalement, le DAU sur MAU, c'est vraiment voir combien d'utilisateurs dans le mois reviennent. C'est uniquement ça en fait. Ce ratio-là, ça indique ça. Combien d'utilisateurs dans le mois reviennent se loguer sur le produit. Si tu as un ratio inférieur à 10%, c'est qu'il faut que tu rebosses ton onboarding, il faut que tu rebosses en fait la valeur que tu proposes. Au-delà de 30, tu as une stabilité qui commence à être posée. C'est pour ça qu'au début, je vous posais la question, qui ont déjà vécu une conférence que j'ai donnée, et c'est rigolo parce que du coup, j'ai un espèce de ratio qui se dessine en disant, bon, est-ce que je suis par là et qu'ils reviennent ou pas même si on n'est pas vraiment dans ici. Et c'est tout qu'on va mettre en place. Hein. C'est vraiment juste, par exemple, le traquer le login utilisateur. Et ça bon, pour la technique Apache, je le fais déjà, par exemple, si c'est Apache, on a Apache.log, on voit déjà, en fait, c'est déjà accessible. C'est pas quelque chose où on va se dire, waouh, c'est nouveau. Et après, il y a la notion de time to value, où lui, c'est beaucoup plus complexe. Donc, je vous présente un petit paradoxe, en fait, là, du très facile au très compliqué. Parce que finalement, le time to value, c'est ce moment où l'utilisateur va dire, c'est à ça que ça sert en fait ce truc-là, ça m'aide à ça en fait finalement. Et finalement d'aller mesurer ça, ça peut être dans la user journey où tu te dis quand il a cliqué sur ce truc-là, là il devrait voir le aha. Ou alors l'autre manière de faire, c'est d'aller interviewer dans le formulaire d'interview utilisateur. On intègre à un moment donné se dire voilà à quel moment vous pensez avoir compris à quel moment il y a eu l'étincelle qui s'est allumée, la lumière s'est allumée dans vos yeux en disant ouais voilà ce produit-là il est génial en fait. Il vous reste combien de temps? Un peu plus d'un quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure. Tout compris. Que ce soit fini. On ne va pas aborder ça alors. En plus c'est tendancieux, mais on peut revenir si on a le temps. J'aimerais vous introduire un framework qu'on peut réutiliser, qui est un flywheel. Je n'ai pas la traduction, mais c'est une roue tournante en fait en gros. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'on va essayer de l'appliquer sur autre chose que ce que je vous ai parlé là, le Digital Factory, parce que ça peut être barbant, disant ouais, c'est ton contexte, voilà. Ce qu'on va essayer, ça va être toujours sur mon contexte, mais par exemple sur une hypothétique offre d'accompagnement que je pourrais proposer, d'accord? Donc l'idée c'est quoi? Donc c'est quoi un flywheel? Ça ressemble à ça. Donc finalement, c'est quelque chose de en continu. Ça ne s'arrête jamais en fait, d'accord? Et dans le côté ça ne s'arrête jamais, il y a différents états où les utilisateurs vont transiter et il y a sur chaque état, il y a différentes actions qu'on peut faire pour les faire passer à l'état d'après. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, voilà, mais on va le naviguer. Donc par exemple, au tout début, quand les utilisateurs arrivent sur votre produit, ce sont des étrangers. Ils pigeraient un truc, ils ont juste vu une pub et la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je peux l'acheter? Et pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas autre chose? D'accord? Donc là, l'idée, c'est très tôt réussir du coup à mettre en avant
votre différenciant ou pourquoi vous, en fait, votre raison d'être par rapport à ça, mais dans le produit. Hein. C'est-à-dire pas dans une page déportée, directement dans le produit. Merci. Donc là, par exemple, c'est si je vous accompagne, c'est clairement pour des besoins de stratégie. Si vous avez du mal à définir votre stratégie de produit, court terme, moyen terme, long terme, vous pouvez faire appel à moi, je sais répondre à ça. Si vous avez envie d'inscrire votre produit dans un mouvement un peu plus durable pour accompagner en fait toute cette notion de RSE, etc., je peux proposer mon accompagnement et c'est différenciant par rapport aux autres accompagnements RSE, etc., où ça va être juste ponctuel, moi ça va être dans le temps. Et après, grâce à ça, je peux vous accompagner pour trouver l'équilibre, de faire en sorte que vous restez toujours dans votre zone de confort ou zone sûre pour naviguer. Une fois que vous avez vu la pub, l'idée c'est quoi? C'est que vous devenez donc intéressé, vous vous dites je vais explorer. Et dans la partie exploration, finalement, ça va être de capturer la première valeur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre produit? Comment est-ce que je peux avoir ça? Donc ça va être des tours rapides, ça va être donc là les tours guidés que je dis. Ça peut être aussi mentionner c'est quoi les premiers pas en tant que persona ou segment, c'est quoi mes premiers pas à moi qui font sens et de faciliter au max cette capture de valeur. Donc là, si on reprend par rapport à tout à l'heure, l'idée c'est quoi? C'est 30 minutes d'appel où je vous propose l'accompagnement et 30 minutes où on ne s'engage rien, on discute. Et moi, mon intention derrière, c'est de transmettre un peu de culture produit dans ces 30 minutes-là, par exemple. Une fois où vous dites, ouais, ça a l'air chouette, tentant, d'accord? À partir de ce moment-là, l'idée c'est du coup d'activer les utilisateurs, de partir de ce côté. Ils sont là juste en mode touriste et ça y est, il y a une intention de résoudre quelque chose. Tiens, j'ai un problème, est-ce que ton produit peut résoudre à ce problème-là? Je veux acheter ou je veux louer, ou etc. Est-ce que ton produit me permet facilement de me créer des habitudes? Et c'est à ce moment-là que rentre le support, ici, là. Où le support, en fait, finalement, l'idée c'est de le mettre super fluide. Donc là, par rapport à moi, l'idée c'est de vous faciliter au max, c'est de mettre un calendrier où, et ça existe vraiment, vous pourrez booker un meeting aussi facile que ça. C'est-à-dire que voilà, tu scannes le QR code, tu vas sur le lien et tu peux booker un rendez-vous par mois avec moi déjà. Tu vois, l'idée c'est quoi? C'est de commencer à rentrer ce côté habitude. C'est quoi c'est ce côté, pas juste consommer une fois, mais mettre en place des habitudes et s'engager derrière à être réactif pour que eux, en fait, ce qui se pose à ce moment-là, c'est comment est-ce que je peux avancer, gagner du temps grâce à ton produit, par exemple, tu vois. Une fois qu'on passe cette notion de beginners, de débutants, on va du coup être des personnes potentiellement, je vous parlais tout à l'heure de Product Qualified Lead, on passe potentiellement ici la barrière du ok, j'ai testé gratuitement, moi maintenant ce qui m'intéresse c'est de payer pour avoir les fonctions un peu plus avancées. Donc là, on a adopté, d'accord? Donc là, on peut mesurer combien deviennent des réguliers. Et quand tu es régulier, l'idée, c'est quoi? C'est, tu as tes habitudes, d'accord? Tu peux déjà converser avec le support, etc., etc. La question, c'est comment est-ce que je peux avoir du plaisir à utiliser le produit? C'est-à-dire que est-ce qu'il est buggé dans les fonctions avancées ou est-ce qu'au contraire, les fonctions avancées me permettent en fait de je peux encore faire ci en plus, etc., etc., etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va leur offrir quelques exclusivités pour récompenser le côté, ils sont réguliers en fait. Si on reprend le truc, c'est de se dire au bout de 4 essais gratuits ou 4 tours de rendez-vous en distanciel, on peut proposer un présentiel où l'idée, c'est que je propose quelque chose que je ne propose pas à tout le monde, mais qu'aux fidèles de faire leur donut produit. C'est quelque chose que je sais faire et hop, du coup, je dis un donut produit plus 2 mises à jour offertes. Et si vous avez besoin d'expansion, là, je peux vous recommander des pistes à creuser pour aller trouver en fait des axes d'expansion que vous souhaitez avoir. Une fois que tout ça est mis en place, installé, l'idée c'est identifier donc dans les réguliers qui sont potentiellement les champions. Et dans les champions, c'est de les traiter
particulièrement pour les faire intégrer dans la roadmap pour diriger le futur de votre produit. De se dire, voilà, on identifie que toi tu réagis bien, toi tu donnes, etc. Qu'est-ce que tu aimes dans le produit, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc., etc. Donc là, on rentre vraiment dans cette notion de co-création, d'innovation, où j'ai mis mixologie, mais c'est un peu cette notion de, tiens, par exemple pour l'offre de valeur tout à l'heure, moi c'est ce que je sais faire de notre produit, c'est ce que je propose, ou les 30 minutes, avec ce que tu sais faire toi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en fait, pour, tu vois, élargir le portfolio et de se dire que, à un moment donné, on puisse creuser soit d'autres clients, soit diversifier notre offre de valeur en fait par rapport à ça. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais j'essaie en tout cas de creuser ce côté hypothétique. Mais l'idée c'est ça, c'est d'intégrer du coup des fonctions super user, les inviter par exemple à devenir des bêta-testeurs du produit. Ça gratifie un peu ce côté, moi j'ai un accès en avance de phase aux choses que d'autres n'auront pas accès. Et donc de co-créer avec eux, de récupérer leur feedback, de les intégrer dans le produit. C'est une autre manière en fait de faire en sorte qu'ils soient retenus. C'est de la rétention, ensuite c'est de travailler sa rétention. Et avec cette rétention, l'idée c'est pas juste de rester consommateur, mais d'être vraiment ambassadeur. Donc je sais pas, il y a des produits en fait qui proposent ce côté soyez ambassadeur de, etc. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait un tour du framework. Et du coup, en fait, là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a bossé avec les champions, ils nous donnent de nouvelles idées. Et l'idée, c'est ces idées-là, ils vont devenir des nouveaux trucs pour des nouvelles personnes. Et d'un coup, hop, ça va rentrer dans la roue. Mais finalement, on va vraiment se focaliser sur les utilisateurs. Et c'est eux qui vont créer le business, en fait, finalement. On n'est pas obligé de trouver finalement juste l'offre marketing ou quoi que ce soit qui va bien. On s'assure d'une constance en fait dans notre business. Tu voulais prendre une photo? Non, c'est bon. Alors, je ne sais pas, il me reste combien de temps, mais je pense qu'on a le temps de parler des prérequis et des pièges. 8 minutes, ça va, on est large. Des prérequis et des pièges. Le premier truc, et ça c'est très difficile même pour moi, c'est de mettre à côté son ego. Parce qu'à un moment donné, il y a vraiment ce côté par exemple où c'est une feature qui me porte à cœur, du coup je suis amoureux de la feature et du coup j'ai envie que la feature marche. Et on voit que la data me dit là, ça marche pas, il faut que tu pivotes, mais non. Et c'est là où il y a un peu cette notion de paralysie de l'analyse où on va se dire, alors paralysie de l'analyse c'est encore autre chose, mais c'est vraiment cette notion de, on va discuter très longtemps de comment faire pour que ça marche, et au lieu de le jeter dans la main du utilisateur et d'évaluer en fait. D'accord ? On abandonne ce côté je sais tout, d'accord ? Et c'est là où l'ego est très dur parce que souvent on est dans les pays des lumières, donc l'idée c'est que ce soit nous les lumières, mais en fait on se rend compte que potentiellement quelque chose qu'on est convaincu que ça va marcher, ça ne marche pas en fait. Et il n'y a que le terrain qui peut nous dire ça. Donc très vite aller sur le terrain. Et les canaux qu'on croit. Vous vous souvenez, on vous a raconté l'histoire des aveugles et d'éléphants? Comme quoi il y a 6 aveugles et on leur dit vas-y définissez l'animal que vous avez en face et puis ou la chose que vous avez en face. Puis il y en a qui disent ouais c'est un tronc d'arbre, c'est une feuille parce que ça touche les oreilles. Non, c'est un serpent parce que ça touche la trompe. Mais en fait, c'est un éléphant en fait. Mais tant qu'on n'a pas assemblé le puzzle au global, on ne voit pas que c'est un éléphant. Donc on est un peu comme ça en fait face au feedback. Et ça, c'est une matrice qui est super intéressante de se dire, en fait, les interviews qu'on fait ne vont valider uniquement que la faisabilité et les risques associés. D'accord ? Ils ne vont pas valider que c'est faisable ou que ça va nous rapporter de l'argent. Donc, ok, c'est important de faire des interviews utilisateurs, d'accord, mais tu ne peux pas baser uniquement ta proposition sur ça. Il faut que tu l'accompagnes de la data. Mais la data, elle va juste renseigner sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais c'est important, c'est super important de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. Il ne va pas dire comment est-ce que tu peux te faire de l'argent en fait avec ça. Peut-être que tu auras des inspirations, mais ce que va révéler la data, ça va être surtout cette faisabilité-là. Après, la partie support, eux, pourront renseigner sur, comme les Customer Interview, ça va être exactement peu ou prou, sauf inversé ici, au sens où eux, ils vont plutôt renseigner
sur la faisabilité et pas trop sur le business. Mais ce qui renseigne sur le business, c'est là où tout le monde doit bosser ensemble. Vous voyez ce que je vous disais auparavant, c'est que la vente qui a une forte vision sur qu'est-ce qui peut amener de la ROI pour nous faire vivre, parce que sans argent, le produit n'avance pas en fait. Eux savent qu'est-ce qui peut amener de la ROI et eux peuvent définir la valeur qu'on va apporter. Donc finalement, c'est vraiment cette notion de comment faire amener à ce que tout le monde bosse ensemble en fait. Et quand ça marche, tu ne sais pas à quel moment ça marche. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que faut s'attendre à avoir des vagues. Nous, par exemple, quand on lance un truc, on se dit, bon, ça va pas marcher du tout. Et on se rend compte qu'on a plein de tickets de support qui nous demandent, ouais, on veut cette fonctionnalité-là. Parce que ce qu'on fait des fois, c'est qu'on propose ce qu'on appelle dans le jargon les fake doors. C'est une fausse porte, en fait. C'est-à-dire que les usagers peuvent cliquer, mais en fait, c'est un message d'erreur qui vient derrière pour dire, voilà, si vous êtes intéressé, créez un ticket de support, etc. Donc, on se rend compte que le truc qu'on a abandonné, la porte abandonnée à un moment donné, contextuellement, parce que c'était, il y a eu un truc qui s'est passé, on ne sait pas quoi, on s'est mangé 50 tickets de support juste sur ça, en fait. Et on s'est rendu compte que, ah oui, on a onboardé une nouvelle entité qui était intéressée par ce truc-là. Et tout d'un coup, on se rend compte que on a une vague en fait qui arrive et il faut l'accueillir avant de la surfer en fait. Et proposer ce côté self-care, ce côté se servir soi-même, c'est très dur. Ça peut pas arriver comme ça en fait. Vous voyez le côté, vous le voyez vraiment sur le côté créer un compte. Maintenant, la plupart tous les produits en fait, dès que tu veux utiliser, il y a créer un compte. Et mettre en place ce créer un compte. Bon, ça peut être facile, mais tout ce qui se passe derrière par rapport au cycle de vie de ce compte-là est très compliqué. Est-ce que le compte est actif, etc., etc. Bref, tout ce qui est self-care, c'est dur. Il y a un ticket d'entrée, mais ça vaut le coup. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cloud Native Computing Foundation qui le dit. Après, les pièges, c'est de tomber dans ce côté... on veut avoir le moins de clics possible, parce que faire plus avec moins. Donc, tu mets un méga formulaire, voilà. Sauf que tu mets un méga formulaire et le truc devient pas clair du tout, c'est fouillis, du coup ça crée de la friction, du coup tu perds d'utilisateurs et puis d'un coup tu te rends compte que fallait plutôt faire un accompagnement, un wizard en fait, qu'un méga formulaire, etc., etc. Donc c'est constamment ce combat entre clarté et nombre de clics en fait pour se dire comment ne pas les perdre les utilisateurs. La politique, c'est très compliqué de faire travailler tout ce beau monde-là. Les commerciaux qui disent « Pourquoi tu veux faire des interviews à mes utilisateurs? C'est nous qui sommes maîtres de la base client. Comment ça, le designer veut aussi faire des enquêtes avec les clients? On veut être là. » Et tout d'un coup, tu te rends compte que c'est une acculturation qu'il faut faire, etc., etc., etc. Le support qui arrive, qui dit il n'y a que nous qui nous mangeons tous les trucs. Comment est-ce que nos remontées puissent être intégrées dans la chaîne de design, etc., etc., etc. Et cette notion, c'est mon combat, ce côté trop ou pas assez. Donc la notion de quelle offre de valeur on leur donne gratuitement, d'accord, pour attirer assez. Tu ne vas pas tout donner, tu vois. Et ce côté, est-ce qu'à un moment donné, tu donnes assez de valeur en fait? Si tu ne donnes pas assez de valeur, les gens ne viennent pas. Si tu donnes trop de valeur, les gens ne payent pas. Du coup, tu ne vis pas. Donc, tu vois, c'est ce côté équilibre en fait à chaque fois où il faut que tu trouves. Et si j'ai un conseil à donner, les premiers pas, si vraiment ça vous intéresse, c'est de bosser sur ces 3 verticales. La com, le support et le marketing. Dans la com, c'est de bosser sur les feedbacks et de les intégrer dans la chaîne de construction. C'est-à-dire qu'intégrer les personnes qui ont donné du feedback dans le design, avec le designer, avec l'équipe d'ingénieurs, avec les bêta-tests, etc. Et bosser sur la release note. Merci. Parce que la release note, c'est ce qui permet en fait finalement d'exposer qu'est-ce que tu as à rendre public. La release note permet de montrer la valeur. Le support, c'est de mettre, intégrer le formulaire de support avec la doc dedans. Et le marketing, un vidéo de pitch d'1 minute pour dire c'est quoi la valeur et un tour guidé pour dire c'est quoi les premiers pas. Et bien sûr, bosser sur les jobs to be done là-dedans. En takeaway, je remets pourquoi PLG. Donc là, on se rend compte que cycle de vente plus court parce que les personnes peuvent déjà cliquer pour acheter dans le produit même. On a de la data, du coup, on sait, on bosse pour chaque segment d'utilisateur, chaque
état d'utilisateur, champion, beginners, etc. Du coup, on espère avoir beaucoup plus de satisfaction puisqu'on oriente vraiment notre effort là-dessus et avoir cette croissance parce que finalement, c'est quelque chose en continu. Ça s'applique sur plein d'autres choses. Et s'il y a une photo à prendre, c'est vraiment, je pense, ce... Ok, c'est pas simple. Ah, je peux remettre, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, en effet, ça ne parle pas que d'argent, en fait. Et ce n'est pas parce que ça ne parle pas que d'argent que ça n'a pas de valeur, en fait. C'est-à-dire que tout ça, ça a de la valeur. Vous vous souvenez, la matrice tout à l'heure qu'on vous a montré, tous ces aspects-là ont de la valeur finalement, même si vous ne voulez pas adopter le PLG ou la croissance pilotée par le produit. De toute façon, de facto, quand vous avez un produit, ce sont des verticales que vous devrez adresser, en fait. La vente, la com, le support dans votre offre de business, par exemple. Et moi, j'aimerais bien qu'on parte avec ce côté. Moi, je pars avec ce souvenir, et vous, avec quoi vous repartez? Peut-être si on a 1 minute en plus, mais c'est ric-rac. Ouais, ça marche. Et n'oubliez pas, c'est très important pour moi. Donc moi, dans mon côté produit, feedback, ce open feedback qu'ils ont mis. Et l'idée pour moi, c'est de savoir en fait qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que je prune, qu'est-ce que j'enlève dans ce côté. Est-ce que vous êtes devenus des réguliers? Est-ce que vous êtes maintenant des champions? Merci beaucoup.